Donc merci Patrick et aux membres du club. Je sens pour avoir communiqué un peu avec vous que le courant passe entre nous, et je vais essayer de ne pas vous décevoir, et nous allons traiter les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement. Alors tout d'abord, et d'une façon réelle et très véridique, vous dire un petit mot pour me définir en tant qu'auteur d'une façon très limitative. J'annonce les couleurs. Je suis pro-russe, anti-décadence, je parle vrai, je parle la langue des chefs d'entreprise. Et simplement pour vous une petite preuve de l'homme que je pense être, c'est la prévision que je me suis permis de faire sur TV Liberté avant même l'intervention russe, où une semaine avant l'intervention militaire russe en Russie, je me suis permis de dire sur TV Liberté, vous pouvez consulter la vidéo, que je pensais, contrairement à la plupart de tout ce que les gens écrivaient ou disaient, que l'intervention militaire russe il y avait des grandes chances d'une intervention russe en Ukraine, mais ce qui était beaucoup plus grave à l'époque, et je ne pensais pas que je tapais autant dans le vrai, je m'étais permis de dire que si Poutine n'avait pas le courage d'intervenir militairement, donc c'était une semaine avant l'intervention, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, s'il n'avait pas le courage d'intervenir militairement, connaissant bien la situation de ce qui se passait en Ukraine, pour moi, Poutine ne serait plus un grand homme d'État. Je dis bien une semaine avant l'intervention militaire russe. Ça pose déjà le problème de l'homme ou du garçon que vous avez en face de vous, en bien ou en mal, selon le camp que l'on souhaite défendre. Un petit mot également sur mon ouvrage, sans prétention. Ce livre que j'ai écrit, je pense, est un livre géopolitique. C'est le livre peut-être de géopolitique des présidentielles, qui est tout à fait différent de La France n'a pas dit son dernier mot d'Éric Zemmour, qui est un livre d'essence journalistique, alors que ce livre, c'est un livre structuré. C'est un livre qui correspond à la synthèse de mes 3 livres précédents que j'ai pu écrire avec Alain Perfit sur la Nouvelle Europe de Charlemagne, avec mon ami Yvon Gattaz, toujours vivant, le père, n'est-ce pas, Yvon, sur les Auroricains. Ça vous donne déjà une idée de ce que je pense être l'Europe, qui était la suite de la Nouvelle Europe de Charlemagne. Et puis ensuite, un 3e livre. Et ce livre est la synthèse sans ces 3 livres précédents, je n'aurais jamais écrit ce livre. Parce que je n'aurais pas eu la puissance intellectuelle, je n'aurais pas eu le recul ni les critiques sur la Nouvelle Europe Paris-Moscou. Où je pense que la Nouvelle Europe Paris-Moscou, que j'ai écrit en 2008, c'est le seul livre, il se trouve qu'il est de langue française, qui est écrit, qui analyse d'une façon conceptuelle pourquoi, si l'on veut sauver même la France à terme, la civilisation européenne, il importe absolument que l'on ait une vision européenne qui soit la vision de la Grande Europe, cette Grande Europe qui va de l'Atlantique, non pas seulement à l'Oral, mais pour moi, qui doit aller de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Et alors ce livre comporte 34 chapitres, plus une conclusion pour traiter vraiment tout, très poussé, d'une 50aine de pages environ, et je pense que l'ouvrage correspond souvent à peut-être 35 livres de 250 pages grand public qui auraient pu sortir chez Albin Michel ou chez d'autres personnes. Ce livre est encyclopédique, synthétique, densité incroyable avec des références fournies, et il est pratiquement impossible
personne n'a réussi à faire une recension complète de l'ouvrage. Vous êtes obligé de vous attaquer, de prendre le livre sous un certain angle, mais il est tellement complet. Par certains côtés, c'est un cours d'une année à un Sciences Po qui miraculeusement serait passé à droite, n'est-ce pas? Et donc, il est d'une richesse qui fait que c'est difficile de faire une recension complète. Les trois thèmes principaux de l'ouvrage, c'est comment sauver la France, sa puissance militaire, son identité, comment rétablir son économie. La deuxième idée, eh bien, une idée aussi qui, je crois, vous intéresse, c'est ce en quoi je crois, et en quoi que croyait De Gaulle également, l'Europe des nations, qui à terme doit amener à la puissance tout en gardant son identité, que l'on doit opposer à l'Europe fédérale, qui est une Europe qui nous conduit qui prétend nous amener la puissance, et cette Europe fédérale, ce que l'on voit actuellement avec l'UE, qui conduit à l'impuissance en fait. Et le troisième thème, c'est se rapprocher de la Russie. Donc ce thème que je pense maîtriser de longue date, puisque c'est ce thème que j'ai abordé en 2008 avec la nouvelle Europe Paris-Moscou, et que j'ai d'une façon aussi assez synthétique traité et adapté au goût du jour, et dont nous allons parler, et d'une façon abondante, parce que je sais, conformément à ce que m'a dit Patrick, que c'est un thème qui vous intéresse. Donc l'idée, c'est de parler des thèmes qui vous intéressent et de ne pas aborder d'autres thèmes qui sont aussi abordés traités dans le livre. Alors la France, en quelques mots, d'une façon telle que je la vois, sans tomber dans l'intellectualisme, pour moi c'est un pays en faillite, qui va connaître la faillite d'une façon, la banqueroute d'une façon inévitable, qui parle aujourd'hui la langue des États-Unis, qui importe des produits de Chine ou des pays émergents, qui à terme a des grandes chances de connaître la guerre civile, de même que je pense que la zone euro finira par exploser, alors que j'étais un fervent défenseur de la zone euro, mais avec des gens qui ont été responsables. Lorsque l'euro a été créé, c'était une bonne idée. Mais ensuite, c'est devenu une catastrophe, essentiellement suite à l'inconscience et à l'irresponsabilité des élites françaises, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut quitter l'euro, selon moi, malheureusement. Donc, on va traiter du thème de pourquoi la France et l'Europe doivent se rapprocher de la Russie. Les deux, en préambule, c'est que l'idée, qu'après je vais vous démontrer, c'est que d'abord, contrairement à ce qu'on nous dit, et ça fait partie de la crainte, je me rappelle un jour, j'avais en face de moi l'ambassadeur de Russie. Il essayait de me faire parler, lorsque j'avais sorti la nouvelle Paris à Moscou, c'était Orlov, c'était l'ancien ambassadeur. Il me disait, mais pourquoi est-ce que les Français, c'est confidentiel, je me dis, mais c'est la vérité, alors allons-y. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la Russie? Et je disais, vous savez, on a peur d'être envahi, voilà, ce que disait un grand conventionnel, qu'un jour on sera bouffé par la Russie. Or, je vais vous démontrer par A plus B que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. Je vais vous dire pourquoi, parce que si on en parle sans dire pourquoi. La deuxième idée, c'est que je souhaite, contrairement à tout ce que nous racontent les médias, c'est une Russie forte à l'est de l'Europe, parce que nous avons besoin d'une Russie forte pour nous protéger, parce qu'on ne se rend pas compte que nous avons un chien de garde à l'est qui s'appelle la Russie, qui est un bouclier stratégique, civilisationnel. Je vais vous en parler en détail tout à l'heure, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de tout ce que vous voulez. On va revenir sur le thème. Ça, c'est le préambule sur deux thèmes qui déjà montrent à quel point les médias et moi-même, nous sommes vraiment aux antipodes. Vous savez, c'est le pôle Nord et le pôle Sud, quoi. Ça ne marche pas parce que nous avons deux visions tout à fait opposées. La seule chose, c'est que je ne parle pas d'une façon gratuite, je suis capable de vous dire pourquoi. Et je vais vous l'expliquer en détail. Poutine, aujourd'hui, le grand méchant loup Poutine, il a la seule ambition historique et justifiée
de rassembler le monde russe. C'est-à-dire la Russie, la Biélorussie, le Nouveau-Russie en Ukraine, le nord du Kazakhstan et la Transnistrie. C'est ça ce qu'il veut, Poutine. Il n'est pas là pour attaquer. Il serait impérialiste, je vais vous en parler tout à l'heure, s'il attaquait la Pologne. C'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il veut simplement récupérer la catastrophe qui est arrivée en 1991, où le peuple russe s'est retrouvé dispersé par l'opération du Saint-Esprit avec un sous-le-graphe après Listov. Vous savez qu'il y a eu 3 représentants. Vous aviez Poutine, le représentant de l'Ukraine et celui de la Biélorussie. Et puis comme ça, gratuitement, comme des poivreaux, ils ont décidé qu'ils allaient faire ça. Vous avez des États, tout ce qui est Asie centrale, ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ils n'avaient même pas parlé de ce qui allait se passer en Asie centrale. Voilà. La Russie, je vous l'ai dit. La Russie, il faut le savoir aussi, c'est que l'Ukraine pour la Russie, c'est plus que l'Alsace-Lorraine pour la France. Et on y reviendra en plus, si vous voulez, pour des raisons historiques. Posez-moi des questions. Je connais l'histoire de l'Ukraine. Je vous garantis que la Russie n'est pas un pays qui attaque un pays indépendant. Je dis bien que la Russie a plus de droits historiques sur l'Ukraine que la France sur l'Alsace-Lorraine. Et c'est un patriote français qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est vendu au KGB. Aujourd'hui, les Russes se sentent encerclés par l'OTAN à l'ouest, par la Chine à l'ouest, par les pays musulmans d'Asie centrale, par les descendants de la Horde d'Or à l'intérieur du pays. Il y a 20 millions de musulmans à l'intérieur de la Russie. Vous avez le Caucase, qui est quand même un pays où si vous y arrivez avec les méthodes pacifistes, droit-de-l'hommistes et humanitaristes de l'UE, vous n'irez pas très loin avec les Tchétchènes, je vous garantis, vous ne tiendrez pas 5 minutes. La Turquie, qui est un pays impérialiste au sud. La Russie est le pays qui nous... Je vais revenir sur la Chine, qui nous protège à l'Est. N'oublions jamais cela. En Asie, l'Européen, c'est le Russe. La Russie devrait être plutôt considérée par les Européens de l'Ouest, comme je dis, comme le chien de garde ou le bouclier de l'Europe à l'Est, donc face à tous ces pays. Quant à l'Europe, elle devrait se considérer et être considérée par les Russes comme l'Interland de la Russie, c'est-à-dire garder cette notion d'aller de Brest à Vladivostok. Si un jour, le monde musulman, qui actuellement c'est quand même l'Asie centrale, vous savez, devait se trouver à Stavropol. Stavropol, c'est là d'où est parti Tolstoï lorsqu'il était parti à la guerre dans le Caucase, le début de la colonisation russe. De même que pendant que nos grands-pères, enfin mon grand-père, on pratiquait la colonisation par-delà les mers, les Russes, eux, ils sont d'abord allés jusqu'au Pacifique tout droit, puis après l'Asie centrale, tout ça, ça a été fait à partir de 1880 également. Donc si un jour ce monde musulman devait se retrouver à Stavropol, c'est quand même assez à l'est, à l'intérieur de la Russie, assez à l'ouest, à l'intérieur de la Russie, ou si les Chinois devaient se trouver à l'Oural, mes chers amis, ce serait une catastrophe civilisationnelle pire que la prise de Byzance par les Turcs en 1453. Et ça, personne n'en parle, personne n'a écrit ce genre de choses. Mais c'est pourtant la réalité. Mais il faudrait, les gens qui écrivent ça, c'est des gens qui vont un peu plus loin avec le bout de leur nez, qui ne pensent pas aux prochaines élections, mais qui pensent aux prochaines générations. Et je vais vous expliquer pourquoi la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. C'est un éventail, un épouvantail qui est créé par l'Amérique pour maintenir le temps en vie. La Russie, comme je vous dis, ne deviendrait une menace pour l'Europe que si elle avait aucun danger à l'Est et qu'elle voulait demain, alors qu'elle n'a même pas, on va en parler de la puissance humaine, se mettre à envahir la Pologne, etc., qui est son ennemi héréditaire.
La Russie en a rien que foutre, sauf si on lui frise les moustaches, mais la Russie n'a aucun intérêt stratégique à attaquer les pays de l'Europe. Elle veut être amie avec l'Europe. La Russie sous-peuplée avec ses 140 millions d'habitants, suite à ce qui s'est passé avec Staline, etc., n'a pas les moyens humains d'occuper l'Europe. Regardez le nombre, quelles sont ses troupes actuellement pour envahir l'Ukraine. Elle dit que 7 à 10% de ses moyens en hommes. Mais enfin, quand même, elle fait une guerre. On voit bien que ce n'est pas une nation qui veut demain. Alors que la Russie de Staline, qui contrôlait l'Asie centrale, etc., avait une puissance en hommes, effectivement, de 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 140 millions d'habitants. Voilà. Alors, la Russie souhaite, au contraire, se rapprocher de l'Europe. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a un problème entre l'Europe et la Russie, c'est que cette Russie patriote, avec ses valeurs traditionnelles, est un modèle, un contre-modèle pour l'Europe décadente. La guerre en Ukraine, c'est une guerre civilisationnelle. C'est la guerre d'une démocratie autoritaire holiste, c'est-à-dire la Russie, contre le modèle de la démocratie individualiste, hédoniste occidentale, qui mène inéluctablement à la décadence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons, actuellement, c'est tout à fait comparable, religieux, c'est expliqué dans mon bouquin, à la fin de ce qu'a vécu la fin de l'Empire romain. Ce que nous vivons, c'est exactement pareil. Les gens vivaient, ils voyaient des trucs. À la fin du IVe siècle, la réaction des Romains était tout à fait comparable à ce qui se passe actuellement dans nos temps. La Russie est euro-asiatique, comme on aime nous le dire, mais son centre de décision est à Moscou, est en Europe. Donc ce pays, il est d'essence européenne. Ce n'est pas un pays asiatique, le monstre asiatique qui veut nous bouffer. Poutine, il vient de Saint-Pétersbourg. Les Tsars avaient leur capitale à Saint-Pétersbourg. Regardez, c'est la richesse des musiciens, des écrivains russes. Et la Russie, sachez-le, n'est pas aussi à l'aise, n'est pas du tout à l'aise avec la Chine. Elle souhaite se rapprocher. La fameuse maison commune de Gorbatchev, que les ricains ont refusé, ils n'ont pas voulu, que l'a proposé Poutine et Gorbatchev. Voilà ce qu'a proposé la Russie ce qu'on avait promis à Gorbatchev lorsque le mur de Berlin est tombé. Et les Américains ont tout fait pour éviter ça. La Russie n'est pas à l'aise avec la Chine. Elle vend ses matières premières, son pétrole avec des rabais de 20%. 4500 km de frontières communes. Ça peut déjà poser des problèmes. Et puis n'oubliez pas, un de nos amis en parlait tout à l'heure, pour qui connaît l'histoire, c'est la fameuse, ce que les Chinois appellent la revanche des traités illégaux. C'est que Vladivostok, qui s'appelait le port aux crevettes du temps des Chinois, toutes ces régions ont été prises par la Russie en même temps qu'il y a eu la guerre de l'opium par les Anglais lors de la prise de Hong Kong. Et donc les Chinois estiment qu'on leur a piqué tout ce qui est au sud-est de l'Amour, c'est-à-dire Vladivostok et un morceau, lorsque vous regardez sur la carte, qui est quand même assez substantiel. Et pour les Chinois, on n'en parle plus, mais il y a dans certaines cartes, il y a un côté aussi Alsace-Lorraine à récupérer. Ils n'ont pas avalé que les Russes leur prennent Vladivostok et toutes ces régions-là. Elles sont contestées, car, si vous voulez, il y a eu un traité à Haïti dans les années 1650 avec l'expansion des Cosaques. Et donc, à l'époque, la Russie n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui, où elle est, c'est-à-dire à Vladivostok. La nécessité de rapprochement à long terme entre la Russie et l'Europe. Là, je vais vous citer les paroles prophétiques. Je crois qu'autant le général s'est planté à la fin de la guerre d'Algérie, qu'on en parlait tout à l'heure, autant aussi il faut reconnaître à cet homme
exceptionnelles, des paroles prophétiques, assez ahurissantes. Je vais vous les citer, mais qui vous montrer que lorsque je vous parle, ce n'est pas de l'ère du temps. Ce que De Gaulle a dit le 29 mars 1949, vous entendez bien, 1949, au Palais d'Orsay. Moi, en 1949, moi je dis qu'il faut faire l'Europe. De Gaulle qui parle. Avec un accord entre Français et Allemands. Une fois l'Europe faite sur ses bases, alors on pourra songer une bonne fois pour toutes de faire l'Europe tout entière avec la Russie. Voilà ce que disait De Gaulle, qui était à ce niveau-là, qui avait une vision. Et c'est pour ça que je suis gaulliste malgré la fin de la guerre d'Algérie. Et si on a, malheureusement, les Français n'ont pas pu se réconcilier en 1945, car quand l'homme avait quand même eu des visions, une politique européenne qui, à mon avis, était absolument géniale. Et alors, il dit, on doit se rapprocher avec la Russie. À l'époque, elle était communiste, la guerre froide commençait tout juste. Dut-elle changer de régime? Voilà le programme de vrais Européens, voilà le mien. Tout ça dit, pas par un rigolo tel que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, mais par le général qui sortait de Saint-Cyr, qui avait une sacrée culture historique, et qui savait de quoi il parlait, et qui voyait, lui, plus loin que le bout de son nez, même s'il était, il avait une péninsule qui était quand même assez développée, comme chacun sait. L'avenir de l'Europe, il est euro-asiatique et il n'est pas euro-atlantique. La stratégie de l'Amérique, c'est, comme disaient les Romains, divide ut regnes. La crainte, comme disent les Américains, le mot peer competitor, c'est-à-dire le père compétiteur. Il va se créer une puissance menaçante. Donc il faut que l'Europe ne soit surtout pas puissante ni menaçante. Donc l'Amérique est un adversaire de l'Europe. Et ça, Mitterrand l'a dit dans un livre très connu, peu de temps avant de décéder. La Russie et l'Europe forment un bloc de 700 millions d'habitants, contre 330 millions pour les États-Unis. Ça, c'est une formule qui est mienne, et je tiens à dire, c'est la formule qui est très importante. Retenez même que cette formule, et peut-être ça vaudra la peine que vous ayez pris la peine de vous déplacer. L'Europe ne va pas de Washington à Bruxelles, mais de Brest à Vladivostok. De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Car entre Bruxelles et Washington, il y a ce que les anglo-saxons appellent the pond, c'est-à-dire la mer. Voilà. Ce rapprochement Russie-Europe, ce seraient des valeurs historiques, universelles, civilisationnelles, comme ce fut les cas pour les Grecs, les Arabes, la Chine et l'Inde. Il y aura un fondement civilisationnel. On peut faire une forteresse Europe, quelque chose qui correspondrait à quelque chose, tout en gardant chacun notre identité. Il ne s'agit pas de tout fondre, mais il s'agit d'être conscient que nous défendons un intérêt commun, car je vous rappelle qu'en Asie, l'Européen, c'est le Russe. Les Européens poussent la Russie dans les bras de la Chine. La seule chose qui rapproche Poutine et Xi Jinping, c'est le régime autoritaire. Des gazoducs avec la Chine à contre-cœur. Il faudrait 700 méthaniers pour remplacer Nord Stream 2. Donc de la pollution, des prix. Donc c'est l'intérêt de l'Europe d'avoir ce gaz russe. C'est pas de courir vers les méthaniers américains et de polluer les océans avec 700 méthaniers et de construire en plus des terminaux pour écrouler la compétitivité de l'industrie européenne qui aura des matières premières non compétitives. Et les Américains qui rigoleront pour nous enfoncer et vendre leurs produits. Turk Stream aussi dont on ne parle pas, il faut savoir que vous avez tout le sud de l'Europe qui est approvisionné par Turk Stream, qui passe par la Turquie et qui fournit la moitié de 35 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe du Sud. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai plus malheureusement 5 minutes. Les derniers thèmes, je vais finir sur une seule phrase parce qu'il y a 3 minutes. C'est le thème
Encore un instant, monsieur le bourreau. J'avais 6 citations, je vous garantis qu'elles en vaudraient la peine, mais malheureusement, j'aurai le temps de vous citer que la première, parce qu'elles vaut son pesant d'or. C'est le thème, justement, je vais développer l'Ukraine, l'Alsace-Lorraine de la Russie, enjeu stratégique de survie pour la Russie. Et alors, moi, j'aime le fondement même des choses. Il faut savoir qu'il y a un monsieur, les Anglais, même aux pires ennemis historiques, il faut savoir trouver lorsqu'ils disent des choses intéressantes et intelligentes. Alors, il y a un gars très fameux dont personne ne parle. C'est le premier secrétaire général de l'OTAN. Comme je vais parler de Gaulle en 1949, il s'appelait ce monsieur Lord Hastings Ismay. Il a dit le truc extraordinaire suivant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'OTAN? To keep, après, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, on peut en dire en français, parce que je suis un grand défenseur de la langue française, je tiens à le citer dans le texte. L'OTAN a été faite, selon ce lord anglais, keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. C'est-à-dire, je traduis et je ramène au goût du jour, mettre les Américains dedans, les Russes dehors, et les Allemands, j'ajouterai aujourd'hui les Européens, down, c'est-à-dire caput, on n'en parle plus. Voilà à quoi sert l'OTAN. Alors, pour tous les gens qui nous... Rien que ça devrait éclairer sur cette vision à long terme qu'a l'Amérique. Et après, je vais vous citer une deuxième chose qui est quand même assez importante. C'est ce qu'a dit en 1991, pour vous montrer que c'est très profond, et que c'est pas ma position n'est pas opportuniste, mais elle est stratégique. Elle est pensée, elle est de long terme. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain Robert Strauss en 1991, lors de l'éclatement, la fin du communisme en Russie. Il a écrit, ce monsieur, à Washington, l'événement le plus révolutionnaire de l'année 1991 pour la Russie n'est pas l'effondrement du communisme, mais la perte de l'Ukraine. Voilà ce que disait, et ça vous amène à comprendre ce qui se passe actuellement et pourquoi les Ricains sont aussi agressifs, pourquoi ce sont eux qui sont à l'origine de la guerre en Ukraine et personne d'autre. C'est parce que dès 1991, ils étaient conscients de ce que disait, si j'ai encore 30 secondes, Zbigniew Brzezinski, dont je vous recommande le livre que j'ai lu en entier en 1997, qui a écrit Le Grand Échiquier. Ça aussi, ça vaut son pesant d'or. L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine en 1997. Parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l'Ukraine séparée de la Russie n'est plus une menace. Donc je crois que lorsqu'on a, je m'en citerai à ces trois, où j'ajoute, si j'ai encore, monsieur le bourreau, une seconde, je vous cite ce qu'a dit Alexandre Douguin, parce qu'elle est telle courte celle-là, sans la victoire en Ukraine, c'est la fin de la Russie. Voilà ce qu'a dit Alexandre Douguin. Voilà, pour vous montrer que ce mensonge, et je finirai là-dessus simplement, si vous voulez, il y a deux visions. Il y a le mensonge d'État actuellement que nous vivons, c'est-à-dire que vous avez un ogre russe, un agresseur, qui, d'une façon comme ça, parce qu'il aime le sang, parce que ça lui prend, il souhaite pratiquer l'expansionnisme napoléonien dans le monde entier, s'attaquer à la pauvre Ukraine, une nation qui existe depuis 1882, en fait elle n'a jamais existé, elle a commencé en 1991, n'oubliez pas que c'est Catherine II qui a pris Odessa, hein. Moi j'étais à Odessa, etc. Bon, voilà ce qui se passe. La Russie vit sa survie, elle veut récupérer son Alsace-Lorraine, et si elle ne gagne pas la guerre en Ukraine, je vous dis bien, si le modèle occidental gagne en Ukraine, ce sera la fin inexorable de la Russie. Car si la Russie s'inspire du modèle occidental, c'est la fin de la Russie. La Russie a besoin d'un tsar, d'un chef, d'un régime autoritaire pour survivre. Voilà le message de la fin. Excusez-moi pour ma passion, mais je peux vous dire que dans ces lignes, la passion transparaît, mais qu'il y a des références d'auteurs, et que tout ça est donc prouvé, analysé, depuis que j'ai écrit La Nouvelle Europe par Emmanuel Moscou, et c'est pas comme ça une embellie subite, une lubie pro-russe des prébendes qui m'arrivaient de Moscou,
mais c'est l'engagement d'un patriote français dans un intérêt français qui vous parle.